Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des Grands Entretiens. Avec son sens habituel de la formule, l'écrivain Jacques Bainville disait au lendemain de la Grande Guerre de 1914 « Comment dire que la guerre ne rapporte rien à personne ? Elle a fait passer aux États-Unis l'hégémonie du monde. À l'intérieur du pays, elle fit même davantage. Elle favorisa l'intégration des minorités et fut un moteur d'émancipation pour la communauté noire. Elle permit aussi à l'État de s'imposer comme un acteur majeur de l'économie et contribua à la réflexion sur la sécurité et la liberté, je dirais une vieille réflexion lancée par Tocqueville au XIXe siècle, sur en plus bien évidemment l'égalité. Oui, les États-Unis n'échappent pas à l'idée que le XXe siècle est bien né pendant ce conflit et plus exactement, comme l'a expliqué entre autres Jean-Christophe Buisson sur notre antenne, en 1917, puisque c'est le 6 avril 1917 que le président Wilson signe la déclaration de guerre contre l'Allemagne et rejoint les pays de l'entente. Storia Voce vous propose aujourd'hui de traverser l'Atlantique et de comprendre les grandes étapes qui ont mené à l'intervention américaine jusqu'à la fameuse paix de 1919. Hélène Artère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis, professeur des universités en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et vous êtes vice-présidente aussi de l'Institut des Amériques. L'Institut des Amériques qui a travaillé dernièrement à un ouvrage absolument magistral paru chez Robert Laffont dans la collection bouquins. Il s'agit d'un dictionnaire intitulé Les Amériques en 2 tomes du précolombien à 1830 et de 1830 à nos jours, un ouvrage dirigé par Michel Bertrand, Jean-Michel Blanquer, Antoine Coppolani et Isabelle Vagnoux. C'est un ouvrage auquel vous avez vous-même participé. Mais je souhaiterais au cours de cette émission, principalement avant de parler des Amériques, évoquer votre dernier ouvrage chez Talandier, Les États-Unis dans la Grande Guerre, donc un ouvrage paru chez Talandier. Hélène Artère, la première question que je vous poserai, c'est que bien évidemment la mémoire de la Grande Guerre n'est pas la même en France, en Belgique, en Allemagne, qu'elle ne l'est aux États-Unis. Oui, bien sûr. Je crois que c'est une évidence. Ça tient au décalage chronologique, puisque vous l'avez très justement rappelé, les Américains ne sont rentrés en guerre qu'au printemps 1917, alors que les Européens ont connu quand même 1500 jours de guerre. Donc forcément, l'impact, la mémoire ne peut pas être de la même ampleur. Et puis aussi parce que pour les Américains, cette guerre, c'est une guerre outre-mer, comme il la baptise. Et ce mot outre-mer dit bien ce que cela signifie, c'est-à-dire une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres, loin du territoire américain. Ce qui veut dire très concrètement que ces Samis ne combattent pas pour défendre le sol national, mais ils combattent pour une cause dans un pays qui est lointain. Et donc forcément, ces 2 éléments réunis vont faire que pour les Américains, cette Première Guerre mondiale, c'est un élément déstabilisateur, c'est un élément facteur d'accélération sociale, mais c'est une guerre qui n'a pas la même importance que peut l'avoir la guerre civile, la guerre de sécession, qui est pour eux la guerre la plus importante de leur histoire, incontestablement. En France, il y a une évolution de la mémoire et aussi des études historiographiques de la Grande Guerre. On observe le même phénomène aux États-Unis ? Oui, tout à fait. Il y a une forme de synchronie des historiographies. Alors, en simplifiant, il y a eu toute une époque où on a étudié la Grande Guerre sous l'angle diplomatique, sous l'angle des batailles, sous l'angle des militaires, en particulier du général Pershing. Et puis il y a une évolution qui concomitante des années 60, du renouveau historiographique, mais aussi pour les États-Unis de la guerre du Vietnam, qui va entraîner une réflexion plus sur les questions sociétales et culturelles. En fait, comment la guerre transforme la société, comment la guerre imprègne la culture. Et on le constate aujourd'hui, un très grand nombre de livres qui sont publiés aux États-Unis vont porter sur des groupes particuliers dans la guerre, sur la culture dans la guerre, mais aujourd'hui très peu sur une histoire bataille à proprement parler.
Alors, d'emblée, rentrons dans le sujet. Bien évidemment, vous commencez par le choix de la neutralité, mais c'est une neutralité qui est un peu nuancée parce que il y a un sentiment pro-allié. Et pourquoi il y a un sentiment pro-allié? Parce qu'il y a un attachement à la démocratie. Ah, tout à fait. C'est vraiment l'attachement à la démocratie, le sentiment de partager des valeurs, l'idée qu'en fait, aussi bien la Grande-Bretagne que la France combattent au nom du droit, alors que l'Allemagne combattrait au nom de la force et de la violence. Et donc pour la plupart des Américains, en 1914, il y a une évidence, la cause qui est juste, c'est la cause des Alliés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on partage évidemment tous les points de vue des Alliés. En particulier, on est très sensible au fait que les deux pays, la France et la Grande-Bretagne, sont des colonies. Et aux États-Unis, pays anticolonialiste né d'une guerre de décolonisation, ça ne passe pas toujours bien. Mais, somme toute, quand on fait le bilan, on se dit que la cause de la démocratie est plus puissante que le ressentiment qu'on peut avoir sur les questions du colonialisme. Alors, guerre des démocraties contre les anciennes couronnes monarchiques, et pourtant il y a la Russie, et vous montrez bien que, j'allais dire, dans le tableau, la Russie et les considérations pro-alliées des États-Unis, eh bien cette Russie, je vais pas dire qu'elle fait un peu tâche au tableau, mais elle ennuie. Oui, je crois que votre expression était la bonne. C'est-à-dire, l'une des choses qui retient définitivement les États-Unis de s'allier à l'entente, c'est, au-delà de leur propre politique étrangère qui le leur interdit, c'est la question du régime tsariste, autoritaire, qui a cautionné des pogroms. Donc il est inenvisageable pour la démocratie américaine d'être associée à l'empire tsariste. Et finalement, pour les Américains, l'écroulement du régime en 1917, c'est comme un soulagement, parce que ça lève l'hypothèque d'une éventuelle association avec les pays de l'entente. Donc il y a vraiment cette image d'une Russie qui va à l'encontre des valeurs américaines, qui est très intégrée au sein de la société en ce début du XXe siècle. Alors nous en reparlerons parce que il y a un personnage qui est majeur, bien évidemment, qui est Wilson, et qui donnera son nom à une doctrine, le wilsonisme. Et chez Wilson, il y a cette idée de morale, ce qui est une idée nouvelle au début du XXe siècle, puisque au XIXe siècle, on raisonnait, j'allais dire, dans la perspective de l'ancien concert des nations. Là, il y a une nouveauté, et cette nouveauté, elle apparaît d'emblée, même dans la nuance dont je parlais tout à l'heure sur sur le sentiment pro-allié. Mais tout est mu en quelque sorte par cette notion de moralité. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a la personnalité du président Wilson, qui est un intellectuel. C'est très rare pour un président américain, politiste, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup lu les grands auteurs, les humanistes, et qui est en même temps quelqu'un qui a été élevé dans une foi chrétienne extrêmement profonde, avec cette notion de l'importance du bien et d'agir pour le bien. Et puis, il y a aussi l'arrière-plan historique de ces années-là, d'une Amérique qui est traversée par ce qu'on appelle le progressisme, c'est-à-dire un courant de réformes sociales, politiques, morales extrêmement fort. Et il y a cette idée que les États-Unis sont exceptionnels, qu'ils ont été conçus et créés autour d'un certain nombre de valeurs qui les différenciaient des Européens, et que la vertu, d'une certaine manière, la morale politique et la morale publique devaient être quelque chose de central. Et donc il y a la rencontre de ces deux facteurs qui fait que le discours de Wilson, d'une moralisation des relations internationales, passe plutôt bien auprès des Américains, pour qui ça ne paraît pas si idéaliste que cela, finalement, ce début du XXe siècle. Alors, j'ai découvert à travers votre ouvrage aussi que la question de la paix et des tentatives de paix constituent une constante de la politique étrangère américaine, et ceci dès le départ, un peu comme Benoît XV finalement, pendant la Grande Guerre. Vous en parlez dès les premières semaines, puis il y a une nouvelle tentative en décembre 1915, puis une nouvelle tentative un an après, quasiment jour pour jour, en décembre 1916. Ces tentatives de paix sont infructueuses. Pourquoi cela? Parce que les conceptions diffèrent?
Parce que déjà, les États-Unis n'ont pas les moyens d'imposer la paix. Je crois que c'est quand même un premier paramètre important. Hein. C'est un petit pays dans le concert des nations à cette époque-là, même s'il y a eu des précédents. Hein. On se souvient de Theodore Roosevelt qui avait joué les négociateurs entre les Russes et les Japonais en 1905. Ça lui avait valu le prix Nobel de la paix. Mais somme toute, les Européens regardent avec condescendance ces Américains qui voudraient leur dicter une politique. Et puis surtout, c'est que la guerre est une guerre extrêmement meurtrière et que dans les diplomaties et dans les opinions publiques d'ailleurs, l'idée wilsonienne d'une paix sans victoire ne passe pas, parce que ça voudrait dire que tous ces hommes sont morts pour rien, d'une certaine manière. Donc il y a une difficulté à se comprendre de part et d'autre de l'Atlantique. Wilson est persuadé que la paix sans victoire, c'est la solution pendant toute la période de la neutralité, et des opinions publiques européennes qui ne sont pas sur cette ligne, voire, dans le cas des Français et des Britanniques, qui estiment qu'en faisant cette proposition, Wilson fait le jeu des Allemands en mettant sur le même plan les démocraties et les régimes autoritaires. Donc le discours a du mal à passer. On le voit bien, il ne réussit pas à aller au bout, comme les autres neutres. Hein. Vous avez rappelé le cas du Vatican, le cas du Vatican, mais les neutres, en particulier l'Espagne aussi, sont dans des médiations de paix qui, elles non plus, n'échouent pas. Donc ça montre bien que ça va au-delà du cas de l'acteur américain, mais que les pays en guerre ne sont pas prêts à faire la paix. C'est un euphémisme pendant quasiment toute la période de la guerre. Alors j'ai découvert aussi à travers votre ouvrage que, cela dit, les différents belligérants, les deux camps, souhaitent influencer en quelque sorte l'opinion publique, et il y a un travail de propagande qui est réalisé aux États-Unis même par des personnes dont c'est le travail. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est nouveau pour une guerre, ce travail d'une forme de comprendre que l'opinion publique est un acteur de la guerre. En fait, au départ, les Alliés ont très vite compris que la seule option des Américains, c'était la neutralité, que leur histoire ne leur permettait pas de faire un autre choix. Mais ce qu'ils espèrent tous, c'est ce qu'ils appellent la neutralité bienveillante, c'est-à-dire une neutralité qui inciterait les Américains à faire plutôt du commerce avec eux plutôt qu'avec l'ennemi. Et donc, pour arriver à ce résultat, il faut se présenter vis-à-vis de l'opinion publique sous la meilleure image, et en même temps convaincre l'opinion publique que l'ennemi a toutes les tares et qu'il faut au contraire ne pas faire d'affaires avec l'ennemi. Donc les plus efficaces au début sont les Allemands, qui mettent le plus de moyens dans la propagande, c'est eux qui en ont le plus besoin finalement. Et puis on voit au fur et à mesure des mois les Britanniques, et puis les Français qui étaient assez réticents au départ, se mettre à leur tour à tenter d'influencer les opinions avec des résultats évidemment plus ou moins inégaux. Quand est-ce que l'opinion publique précisément commence à se retourner, ou en tous les cas non pas à se retourner par rapport à leur neutralité, et à s'engager en faveur de l'entente? Alors je pense qu'il y a deux moments. Le premier moment, évidemment, c'est l'affaire du Lusitania, ce paquebot britannique qui est coulé, nous sommes au printemps 1915, par un sous-marin allemand, des centaines de morts, parmi ces centaines de morts, plus d'une centaine d'Américains, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. C'est un événement qui choque profondément aux États-Unis et qui fait que un très grand nombre d'Américains qui n'étaient pas vraiment pro-alliés, pas vraiment pro-Allemagne, qui ne se positionnaient pas en considérant que cette guerre n'était pas une guerre américaine, finissent par se convaincre que finalement il y a quand même une cause juste, l'entente, et la cause des barbares, si l'on peut dire, qui est l'Allemagne. Et donc, à partir de là, tout le travail de propagande de l'Allemagne, on sent bien que ça fonctionne pas, à part auprès de ceux qui sont déjà convaincus, c'est-à-dire plutôt les minorités d'origine allemande. Et puis, il y a le deuxième basculement, qui est évidemment le début de l'année 1917, avec une série de chocs pour les Américains, la guerre sous-marine, évidemment, qui reprend. Alors, c'est un choc parce que, vous l'avez rappelé, le président Wilson vient de faire une proposition de médiation de paix. Donc, penser que un pays va reprendre la guerre sous-marine contre vos navires alors que vous êtes en train de faire une proposition de paix, ça paraît malhonnête. Et puis, il y a surtout cette fameuse affaire du télégramme Zimmermann, qui est un
télégramme diplomatique envoyé par Berlin à son ambassade au Mexique pour inciter les Mexicains à rejoindre le camp de l'Allemagne dans l'éventualité d'une guerre contre les États-Unis, en leur faisant miroiter que, en cas de victoire, ils récupéreraient les territoires qu'ils ont perdus en 1848, c'est-à-dire quasiment toutes les terres qui vont entre le Texas et la Californie. Alors les Mexicains donnent pas suite, mais ça donne le sentiment d'une trahison. Et donc toute une accumulation de dossiers, de problèmes qui vont entraîner les Américains vers la déclaration de guerre au printemps 1917. Alors avant de venir à l'intervention américaine, il y a une année qui est extrêmement importante, qui est 1915, qui est l'année des élections présidentielles, on l'oublie. 16, pardon. Est-ce que la politique étrangère constitue un des piliers de cette campagne ou au contraire elle arrive en second plan? Alors traditionnellement, la politique étrangère arrive toujours en second plan. 1916, au début, n'y échappe pas, puisque finalement, ce qui interroge les Américains, c'est va-t-on continuer les politiques réformatrices du progressisme ou pas? Et puis, progressivement, la guerre va s'inviter dans le débat politique, en particulier autour de la question de savoir est-ce que Wilson est le meilleur des candidats pour faire en sorte que les États-Unis restent en dehors de la guerre. Et là-dessus, il y a vraiment un consensus, aussi bien chez les démocrates et les républicains, il faut rester hors de la guerre. La seule question est de savoir quel est l'homme politique qui sera le plus à même de le faire. Et donc Wilson et ses équipes de campagne vont créer ce slogan, il nous a tenus hors de la guerre, qui va être un slogan de campagne, mais qui est un peu illusoire, parce qu'au final, on se rend compte que les Américains n'ont pas voté prioritairement sur cette question. C'est pas ça qui les a déterminés le jour du vote. C'est plutôt la question de la poursuite du progressisme. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire une campagne avec des slogans de campagne qui donnent l'impression que la guerre est le sujet prioritaire, alors qu'en fait, dans le secret de l'urne, l'électeur, lui, se positionne pour un tout autre sujet. La priorité, c'est vraiment la politique intérieure des États-Unis. Donc, une sorte de mensonge électoral? Pas de mensonge, mais de décalage. Je crois que franchement, Wilson y croyait. D'ailleurs, il a cru, après l'élection de novembre 1916, qu'il avait un mandat clair et net de ses électeurs pour continuer les médiations de paix, alors qu'en fait, ces électeurs, c'était un sujet relativement secondaire pour eux. Donc il y a eu un problème d'incompréhension. Faut pas oublier que Wilson était un homme très entier, qui avait des convictions et qui avait un petit peu de mal à accepter les avis divergents. Alors, donc, il y a la déclaration de guerre le 6 avril 1917, et vous montrez bien que il y a d'emblée un malentendu entre, d'une part, les États-Unis et d'autre part, l'entente, puisque, en fait, la conception même de l'entrée en guerre et la raison même de l'entrée en guerre des États-Unis est en décalage avec la perception des Alliés. Oui. Même malentendu que Wilson et ses électeurs, pour le coup. C'est-à-dire que l'entente était pensée que les Américains, seraient des alliés à 100%. Or, les Américains annoncent dès le début qu'ils seraient des associés, mais pas des alliés, ce qui implique que l'alliance n'est pas totalement contraignante, et qui se réserve le droit, en particulier, d'avoir des choix militaires personnels, des choix économiques, et qu'ils ne feront pas nécessairement les mêmes choix que les Alliés. Donc ça, c'est un malentendu initial, mais qui s'explique parce que la politique étrangère américaine, depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est une politique qui met à distance l'Europe et qui refuse toute alliance contraignante avec l'Europe. C'est la fameuse doctrine Monroe 1823. Donc finalement, Wilson est en accord avec les lignes directrices de la politique américaine. C'est les Alliés qui avaient des attentes surdimensionnées par rapport à ce que pouvaient et ce que voulaient faire les États-Unis. Alors nous n'avons pas parlé de l'économie, or vous venez d'en parler, c'est une question importante. On imagine que les Américains ont à la fois des intérêts en Angleterre, en France, mais aussi en Allemagne. Quelle est la place de l'économie dans la décision de faire la guerre? L'économie, c'est le sujet central pour les Américains,
aussi bien pendant la période de la neutralité que pendant la guerre. En fait, ce qui empêche les Américains de rester neutres, c'est l'économie. Parce que leurs liens économiques sont surtout développés avec l'Entente, un petit peu moins avec l'Allemagne, et puis surtout parce que les blocus et contre-blocus que les belligérants mettent en place dans l'Atlantique et dans la Manche va rapidement réduire à quasiment rien leur commerce avec l'Allemagne, et au contraire, on va voir le commerce avec les Alliés se développer. Et donc cette neutralité bienveillante du début, progressivement, elle se destine vers les Alliés, et l'Allemagne a le sentiment qu'il y a un double jeu, un double standard, et que finalement, si on ne fait rien, l'économie allemande va être complètement asphyxiée. Donc l'économie, dès le départ, c'est la question centrale. Et puis, évidemment, ça pose une autre question qu'on pose toujours, c'est la question de la raison de l'entrée en guerre. On en a cité un certain nombre d'entre elles. Il y a aussi l'interrogation chez un certain nombre d'hommes d'affaires américains. Peut-on laisser les pays alliés tout seuls, au risque qu'ils s'écroulent militairement, et que l'Allemagne l'emporte? Alors si cette question interroge, c'est la question de la démocratie, bien sûr, mais c'est aussi parce que les acteurs économiques américains ont prêté beaucoup d'argent à la Grande-Bretagne et à la France, et s'inquiètent qu'elle puisse faire défaut. Donc ça aussi, c'est un élément supplémentaire qui explique pourquoi les Américains suivent de très près les relations économiques transatlantiques, beaucoup plus qu'en fait les relations politiques. Alors je passe sur... j'avais retenu une idée qui était encore une fois un décalage entre l'électeur et la politique américaine, la nécessité de participer à l'effort de guerre, ce que vous appelez le volontarisme coercitif. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, donc Les États-Unis dans la Grande Guerre. J'en viens directement à l'arrivée des premiers Américains. Comment se passe cette arrivée? Est-ce que il y a un commandement unifié? Est-ce que les Américains gardent une forme d'indépendance sur le terrain? Alors c'est la grande question qui empoisonne les relations entre les partenaires. Wilson rappelle à juste titre que son pays est associé, pas allié. Ça implique pour lui une autonomie du commandement. Et les Alliés, à l'inverse, réclament que les troupes américaines soient placées sous commandement français et britannique, en faisant valoir qu'elles ont très peu d'expérience. Alors c'est ce qu'on appelle la querelle de l'amalgame. Faut-il amalgamer les troupes américaines ou pas? Et c'est un débat pendant toute la durée de la guerre, militaire, mais surtout politique, de savoir est-ce que ces Américains vont combattre seuls, ou au contraire vont-ils combattre sous commandement alliés. Alors, pragmatisme, comme souvent, l'emporte dans ce genre d'affaires, et finalement, le général Pershing acceptera de mettre ses troupes sous commandement des Français et des Britanniques. Il faudra attendre l'été 18 pour qu'il y ait une armée américaine à proprement parler. Mais cette affaire montre bien la difficulté de faire la guerre ensemble, chacun étant attaché à défendre ses intérêts nationaux. Et on voit bien que dans le cas des Américains, ça part par la question d'une visibilité et d'une autonomie du commandement. Alors vous décrivez j'allais dire la mise en place des symboles, la visite par exemple de Pershing sur la tombe de Lafayette. Mais il y a aussi comment la population reçoit ces Américains, comment la population française les reçoit. Vous écrivez en 1919, donc juste après la guerre, 22% des mariages célébrés à Saint-Nazaire unissent un Américain et à une Française. Comment sont accueillis ces Américains? J'allais dire, aujourd'hui, quand on a une vision un peu peut-être caricaturale de ces Américains qui arrivent, qui imposent leurs règles, etc. Est-ce que c'est la même chose à cette époque, ou au contraire, est-ce qu'il y a un accueil favorable et enthousiaste? Je pense que la première chose à dire, c'est que souvent on lit la Première Guerre mondiale à travers l'expérience de la seconde, pour le coup. C'est vrai. Aussi, c'est très variable selon les lieux. En fait, il y a des lieux du territoire français. Vous avez rappelé Saint-Nazaire, qui est un très bel exemple, où il y a des contacts étroits et nombreux entre ces Américains et les populations françaises.
Et à l'inverse, une très grande partie du territoire où les Français n'ont jamais rencontré d'Américains. Donc ces lieux, c'est les lieux de débarquement, c'est les lieux où la logistique est installée, c'est l'arrière du front, c'est le front. Donc ce sont des zones de contact intenses. Alors au début, ça se passe plutôt bien. Les Français accueillent avec soulagement l'arrivée des Américains. Et puis ensuite, les relations fluctuent au gré des relations franco-américaines. C'est-à-dire que ça a une tendance à se dégrader à la fin de la guerre, pendant la période des négociations de paix. Là aussi, c'est le grand malentendu franco-américain. On attend beaucoup d'eux, mais on a l'impression que finalement, ils défendent leurs intérêts avant de défendre les intérêts des Européens. Et les Américains, à l'inverse, considèrent que ils font beaucoup de sacrifices, mais que les Français sont pas très reconnaissants. Donc c'est très cyclique en fait cette histoire. Mais au final, lorsque la guerre se finit, que les traités de paix sont signés, on sent que, somme toute, c'est quand même l'amitié franco-américaine qui l'emporte, et en particulier dans les lieux où il y a eu une forte présence américaine. Les fameux points de Wilson décrivent ce que doit être une paix. Comment peut-on juger ces points? Est-ce que il y a une part d'idéalisme finalement dans cette théorie wilsonienne de rendre le monde libre par la démocratie? Alors, nous regardons un peu avec des yeux, je vais pas dire anachroniques, mais nous connaissons la fin de l'histoire et la difficulté qu'a l'Allemagne avec la démocratie qui porte finalement Hitler au pouvoir. Comment est perçu à l'époque ce wilsonisme? Est-ce qu'on a conscience que on révolutionne la conception des relations internationales? Ah oui, on en a bien conscience. Ça soulève de l'espoir chez les populations. L'idée qu'on va changer les choses, qu'on ne se remettra pas dans une situation d'une nouvelle guerre. Et puis, on le voit bien dans les diplomaties européennes, une inquiétude que finalement, pour reprendre la citation du tout début de l'émission, il y ait une forme de déplacement de puissance d'une Europe qui dicterait les règles des relations internationales à un monde nouveau où ce seraient les États-Unis qui dicteraient les règles. Donc oui, incontestablement, il y a le sentiment d'un monde qui est en train de changer, mais je crois que ça va très au-delà finalement de la personnalité de Wilson. Il faut pas oublier que la fin du 19e siècle, c'est tous les mouvements des conférences de La Haye, en particulier. C'est le rôle central qui est donné aux juristes dans les relations internationales. Donc des relations internationales qui seraient plus marquées par le droit, les nouveaux principes, et dont Wilson est d'une certaine manière l'incarnation, la figure de proue d'une certaine manière dans ce début de XXe siècle. Est-ce qu'il y a une origine chrétienne, parce que vous parliez de ses origines chrétiennes dans le wilsonisme? Chez le personnage, oui, incontestablement. Il a une lecture du monde qui est morale. Qui est morale et même liée à la Bible. Il a une éducation presbytérienne, il est issu d'une famille de presbytériens du Sud. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très imprégné par ce genre de considérations. Et pourtant, le Vatican, on le sait, ne participera pas aux négociations de paix. Il y a une sorte d'opposition entre, d'une part, peut-être des conceptions protestantes et d'autre part, une vision catholique des choses. Ou tout simplement parce que finalement, une fois qu'on a tout dit, Wilson reste un président des États-Unis et qu'il défend avant tout les intérêts des États-Unis. C'est un peu ça aussi la question qui est derrière. Nul n'est prophète en son pays. Non, heureusement. Wilson sera désavoué finalement par son peuple. Par son peuple. Ouais. C'est la grande difficulté du personnage, c'est-à-dire, on voit bien, Wilson était tenté de se représenter à la présidentielle. Nous sommes en 1920, son entourage et les leaders du parti le découragent, sachant qu'il est devenu relativement impopulaire dans son pays. Et puis au même moment où il perd les élections présidentielles, ou du moins son parti perd les élections présidentielles, on apprend qu'il vient d'obtenir le prix Nobel de la paix. Donc c'est le décalage de cet homme qui n'a pas bien senti l'opinion, la lassitude qu'il y avait après les années de guerre, et puis le fait qu'encore une grande partie de la population américaine
était dans l'idée de la doctrine Monroe, dans l'idée que finalement l'avenir des États-Unis c'était pas l'Europe, mais c'était les Amériques. Et donc voilà, ce président et le fait qu'en plus il ait le prix Nobel de la paix va encore plus conforter les Américains dans le fait que cet homme ne comprend pas l'Amérique s'il est reconnu par les Européens. Donc c'est un peu le drame de la vie de Wilson qui meurt quelques années après, avec une image extrêmement dégradée aux États-Unis même. Et aujourd'hui, la mémoire de Wilson est réhabilitée ou au contraire écartée dans la mesure où nous vivons un retour flagrant, voire violent de la réelle politique? Alors, ça dépend un petit peu des périodes. C'est vrai que le wilsonisme, puisque vous l'avez rappelé, c'est quand même le seul président à avoir donné son nom à une doctrine politique aux États-Unis. C'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. Il a un héritage qui va être récupéré un peu par tous les partis. Puisqu'on s'en souvient, même George W. Bush avait récupéré le wilsonisme. On appelait ça le wilsonisme beauté. On comprend pourquoi. Mais donc, on voit bien qu'il y a un héritage politique de Wilson qui va très au-delà de sa personne. Parce que il incarne une Amérique qui, pour la première fois de son histoire, devient vraiment une puissance qui compte. Et c'est pour ça, très certainement, que le wilsonisme, d'une certaine manière, a dépassé le personnage de Wilson. Mais on voit bien, c'est un wilsonisme qui ne correspond plus au wilsonisme tel que l'avait pensé Wilson. Il s'est adapté au fil du temps, aux circonstances et à la nouvelle organisation des relations internationales. Oui, c'est très important. Donc en fait, Wilson, c'est pas seulement une morale, c'est une morale en faveur des États-Unis et de la puissance des États-Unis. Tout à fait. Oui, c'est un patriote américain qui n'est pas mu uniquement par des considérations morales, mais c'est l'alliance de considérations morales et des intérêts géostratégiques, ce qui fait une bonne politique étrangère en principe. Quand les deux ne sont pas là, ça fonctionne pas très bien. Alors, les États-Unis dans la Grande Guerre, donc un ouvrage d'Hélène Arter, paru aux éditions Talendier. Alors tout à l'heure, vous utilisiez un terme vers la fin, celui des Amériques. Et les Amériques, c'est précisément le titre d'un livre global, d'un dictionnaire en fait, en 2 tomes, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. C'est un ouvrage qui a été dirigé par plusieurs historiens, et dont vous, en tous les cas, vous avez participé à cet ouvrage en tant que vice-présidente de l'Institut des Amériques, voilà. Et la première idée que l'on retire de ce livre, c'est évidemment on a une perception, c'est-à-dire on parle des Amériques, doit-on parler des Amériques comme on parlait des Indes avant? Est-ce qu'il y a une unité, est-ce qu'il y a une convergence aujourd'hui dans les études qui montrent finalement que on a bien affaire à un seul continent? Je me permets de redonner une image religieuse, c'est un sujet que je connais bien, mais le pape François par exemple, c'est le premier pape américain dans le sens global du terme. Donc les Amériques, comme on parlait des Indes auparavant? Alors peut-être pas comme on parlait des Indes, puisque ça renvoie à des contextes différents, mais par contre derrière, il y a évidemment le contexte de la mondialisation, la question des identités, et comment finalement des peuples, des pays, des individus qui sont dans un espace ont le sentiment d'une américanité, c'est-à-dire d'une identité différente, d'une histoire différente par exemple de l'Europe, mais qui n'interdit pas les interconnexions. On parlait d'histoire globale ou d'histoire connectée, pas les Amériques comme un isolat au milieu de notre monde, mais un espace de communication avec l'Asie, avec l'Europe, et en même temps, au sein de cet espace des Amériques, des lieux, des gens qui ont une histoire commune. On parlait tout à l'heure de la doctrine Monroe, on s'inscrit bien dans cette idée d'un continent, des Amériques. On parlait en 1823 de l'hémisphère occidental, avec une histoire commune issue de la colonisation, puis de la décolonisation, puis du post-colonial, avec une histoire et un rapport particulier avec les populations autochtones. C'est un point qui est extrêmement fort.
l'importance des océans Atlantique et Pacifique, les questions économiques. Donc il y a toute une série de questions où il y a des points de convergence, ce qui n'exclut pas évidemment des diversités dans les Amériques, mais malgré tout, on voit bien sur toute une série de thématiques qu'il y a plus de points de convergence que de divergence. Et la Première Guerre mondiale en est un très bel exemple, puisqu'on voit bien ce jeu diplomatique pour faire en sorte que les pays des Amériques restent neutres derrière les États-Unis, puis ensuite, à partir d'avril 1917, les rejoignent dans la guerre. Alors avec des succès plus ou moins importants, mais on voit bien qu'il y a somme toute une conscience d'une appartenance, d'une expérience historique commune à l'ensemble de ce continent américain. Donc on parle bien des Amériques de 1830, du précolombien à 1830 pour le tome 1 et le tome 2 de 1830 à nos jours. Est-ce que l'hispanité est un vecteur ou un révélateur de cette unité, puisque on sait que la société d'Amérique du Nord et je vais pas dire colonisée, mais au contraire, elle est plus en plus imprégnée de cette hispanité. Si on remonte même dans le temps, et les lecteurs du dictionnaire le découvriront, le redécouvriront, on se rappellera que la Floride, le Texas, la Californie, avant d'être des territoires anglo, ont été des territoires de la colonisation et de l'Empire espagnol. Donc il y a une très vieille histoire de l'hispanicité, même en Amérique du Nord. Et puis c'est vrai que l'importance des courants migratoires fait de cette question une question très importante aujourd'hui aux États-Unis. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu religieux aussi bien à travers la montée du catholicisme que d'un certain nombre de sectes protestantes qui viennent d'Amérique latine. Et c'est évidemment un enjeu politique extrêmement fort. On l'a vu dans le cadre des élections présidentielles de 2016 et des débats qui ont suivi l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, vous avez écrit plusieurs notices, notamment consacrées au Canada, mais je voudrais m'arrêter sur celle consacrée à Washington. Donc, Washington, c'est assez étrange et même paradoxal parce que pour nous, Européens, Washington, c'est vraiment l'Amérique, l'Amérique du Nord, sans aucun doute. En revanche, pour les Américains du Nord, Washington, c'est pas du tout cela. Non, c'est une capitale politique, c'est une petite ville, c'est déjà un facteur important, une petite ville récente, elle a été créée au tout début du 19e siècle, dont la fonction principale est le politique, alors que la plupart des villes des États-Unis sont créées autour du facteur économique. Donc c'est une ville assez atypique, qui est habitée de nombreux élus, de gens qui travaillent pour le gouvernement. Alors on comprend bien qu'en 2017, le fait d'avoir une telle concentration de population n'en fait pas la ville la plus populaire dans une partie de l'électorat américain. Mais c'est vraiment une ville du politique, une ville du gouvernement, dont l'histoire finalement a suivi la montée en puissance des États-Unis. Petite ville au 19e siècle, vraiment une ville provinciale, et puis au fur et à mesure que les États-Unis deviennent une grande puissance, Washington prend de l'importance aux États-Unis même, prend de l'importance à l'international. Vous l'avez rappelé, quand on parle des États-Unis, on dit souvent par abus de langage Washington, et donc il y a une interaction très forte entre l'histoire des États-Unis et l'histoire de cette capitale, ce qui la rend totalement atypique dans les villes américaines. Alors nous, Français, nous avons joué un rôle, parce que vous écrivez que c'est l'architecte français, Pierre-Charles L'Enfant, qui a créé la ville. Et oui, puisque il y avait une très forte attraction pour les conceptions architecturales françaises, et L'Enfant a eu comme, j'allais dire, feuille de route, même si le terme est anachronique, de construire une capitale qui visuellement permettrait aux Américains de visualiser les pouvoirs. Le Congrès sur sa colline,
la résidence du président, la Cour suprême. Donc, se promener dans Washington, c'est en fait faire un cours d'histoire politique, puisqu'on y voit les lieux du pouvoir qui ont été organisés géographiquement dans la ville pour matérialiser l'organisation du pouvoir américain, le fédéralisme avec les avenues dédiées aux États, et puis avec la montée en puissance des États-Unis, la place et le poids des ambassades étrangères et des organisations internationales à Washington. Hypertrophie du politique, mais aujourd'hui, est-ce que c'est une ville qui sait malgré tout innover, se diversifier? Oui, c'est une ville qui s'est métropolisée à l'image de l'ensemble des grandes villes des États-Unis et de la planète, avec des banlieues extrêmement dynamiques. Donc il y a eu une diversification des secteurs d'activité à Washington. Et aujourd'hui, Washington ne se contente plus d'être une ville strictement de gouvernement, mais elle attire aussi des activités du tertiaire supérieur. Alors, autre ville à laquelle vous vous êtes intéressé, c'est Chicago. Oui, dans un autre style. Qui est totalement différent. Donc quoi, ces deux villes sont différentes? Pour un Américain, s'il y a une ville qui incarne l'Amérique, c'est plus Chicago que Washington. Chicago, c'est... Alors, au départ... j'allais dire, l'embryon de ce qui va devenir Chicago, c'est la colonisation française dans la région des Grands Lacs, puisque c'est les grands voyages d'exploration, Marquette et tous ces hommes-là au XVIIIe et au XVIIe siècle. Et Chicago, création dans les années 1830, c'est le début, en fait, de cette colonisation dans l'Ouest. Et Chicago, c'est l'interface entre l'Ouest et l'Est. C'est la ville du commerce, c'est la ville de la valorisation agricole. On pense aux abattoirs. C'est la ville des grandes industries à la fin du 19e siècle. C'est la ville qui attire les immigrants venus d'Europe. Donc c'est vraiment cette ville bouillonnante qui incarne le dynamisme de l'Amérique, en particulier au XIXe siècle, jusqu'à la période de la désindustrialisation des années 1970. J'ai appris que la ville, en fait, le nombre d'habitants baissait à Chicago, ce qui est une chose complètement incroyable, alors qu'on imagine que les grandes métropoles de ce type ne cessent de se développer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les Américains appellent la ville-centre, c'est-à-dire la ville dans ses frontières officielles, les villes ont globalement tendance à voir leur population baisser depuis les années 50, 60, 70, et en particulier dans le nord-est et les régions industrielles, soit parce que les populations vont s'installer dans des zones plus dynamiques, on pense à la Sun Belt, soit parce qu'elles font le choix de s'installer en banlieue. Les banlieues, c'est les lieux du dynamisme résidentiel, mais aussi de plus en plus économique. Et donc on a vraiment ce phénomène de métropolisation où la ville-centre peut perdre des habitants, mais quand on regarde à l'échelle de la zone métropolitaine, au contraire, il y a une stabilisation, voire une augmentation de la population, comme à Washington d'ailleurs, pour le coup. Merci beaucoup. Merci à vous. Hélène Arter, donc je rappelle les Amériques du précolombien à 1830 et de 1830 à nos jours, 2 tomes merveilleux à s'offrir et à offrir, parus chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, et l'ouvrage absolument passionnant, Les États-Unis dans la Grande Guerre, paru aux éditions Talendier. Je remercie Isabelle Bouche qui m'a aidé à préparer cette émission. Mes salutations également à Georges qui est toujours présent à la technique, et à vous très chers auditeurs. En vous remerciant pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux grands entretiens de Storia Voce.